Je passe la parole à Jacques Millard, donc notre 5e candidat pour ces primaires qui est aussi en attente de parrainage. Jacques, à toi. Salut et fraternité, amis et compagnons. Salut à toi, Yves, Alain, et toi, Bruno, qu'on va qualifier aujourd'hui de Bruno le Conquérant. Et bien évidemment, je ne saurais oublier mon ami Gérard, qui de Rambouillet a conquis de main de maître le Sénat avec son savoir-faire, sa diplomatie, mais aussi la fermeté de ses convictions. Salut à toute la jeunesse de France. Amis et compagnons, nous avons une très belle jeunesse, il faut le dire. Mais à cette jeunesse, il faut lui donner un projet de vie, un projet pour la nation. Et c'est de cela que je viens vous parler aujourd'hui. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'il prend à Jacques Millard du haut de ses 1m60? Est-ce qu'il se prend pour le général de Gaulle? Est-ce qu'il a décidé vraiment d'être le futur locataire de l'Élysée? Eh bien, il faut avoir un peu d'ambition et se fixer des objectifs. Mais en réalité, je vais vous dire une chose. J'entends beaucoup autour de nous dire « ils sont pléthores ». C'est vrai que le général de Gaulle avait dit « après moi, ce ne sera pas le vide, mais le trop-plein ». Il n'en demeure pas moins que moi, je me félicite qu'il y ait de très nombreux candidats. Car s'il n'y avait eu personne, c'est là qu'il y avait un problème. Je me félicite que des hommes et des femmes s'engagent pour assurer le destin du pays. Je me félicite que des hommes croient en la France pour justement la redresser et lui redonner son rang dans le monde. Cela étant, j'entends aussi dire il faut faire la politique d'une nouvelle façon. La belle affaire. Il n'y a pas 36 méthodes pour faire de la politique. Il faut mettre en place un projet politique cohérent qui engage le pays et que celui ou celle qui va l'assumer le tienne. C'est ça de faire véritablement de la politique. Ce n'est pas de dire non au cumul, il y a trop d'élus ici. Non, nous devons avoir un projet politique cohérent et nous y tenir. Et c'est cela dont je vais vous parler. Premier point, j'estime que le futur président de la République, il n'a pas à prendre de multiples promesses, à vouloir traiter tout. Non, 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 ce n'est pas véritablement une litanie à la Prévert où il va se prononcer sur tous les sujets. Il doit se tenir à l'essentiel. C'est ce qui fait véritablement la politique. C'est la raison pour laquelle un président doit être un stratège. Il a un Premier ministre qui va gérer, bien évidemment, le quotidien. Lui doit donner le cadre à la nation, la feuille de route, la voie à tracer. C'est cela un président de la République. Ce n'est pas celui qui va faire 110 ou 120 propositions et ensuite on lui dit « Monsieur le Président, comment se fait-il qu'à la 63e, vous n'ayez pas tenu vos promesses ?» Cela n'a aucun sens. Le président de la République doit montrer la voie. Il doit s'en tenir à l'essentiel. Alors, quel est l'essentiel pour moi aujourd'hui dans notre pays? C'est bien évidemment réaffirmer la primauté de la nation, le socle de notre destin collectif. Il ne s'agit pas de mots. Il s'agit de savoir, et vous le savez, qu'en réalité, la nation, c'est le socle, le lieu naturel de la démocratie. Il ne faut pas croire que l'Europe va être organisée comme on organise la nation, c'est faux. Il faut véritablement que la nation soit véritablement ce destin collectif qui nous unisse. Mais pour cela, il faut s'en donner les moyens. Et cela a déjà été rappelé. C'est bien évidemment la réforme du droit de la nationalité. On ne devient pas français par hasard. Si je suis fils d'étranger, je dois faire un acte volontaire. Adhérer à la nationalité française, c'est faire un acte d'amour à la France. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le juste solide doit être réformé. Et ça ne doit pas devenir des Français malgré eux qui tout d'un coup se réveillent par automatisme parce qu'ils sont devenus Français. Il doit être clair que des jeunes qui sont nés en France de parents étrangers, à 17 ou à 18 ans, doivent faire un acte volontaire d'adhésion à la nation, sinon ils resteront étrangers et il y a un statut pour effectivement les aliens dans notre pays. C'est bien sûr lutter contre les dérives communautaristes. Nous ne pouvons plus accepter que des enfants qui ont été nourris par la République
tournent les armes contre elle dans des conditions absolument inexcusables. On aime la France ou on la quitte. C'est la défense de la langue française. Je n'ai rien contre les langues régionales, c'est un atout fort, c'est du patrimoine national. Mais quand on a véritablement la chance d'avoir une unité linguistique, eh bien on la garde et on la promeut, car nous partageons avec la francophonie cet outil merveilleux qu'est le français et qui est un atout de stratégie d'influence pour la France partout dans le monde. Nous devons également aussi valoriser toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour servir le bien public. Je le dis comme je le pense. Il est trop facile d'accuser les fonctionnaires. Il est trop facile de dire qu'il y en a trop. Il y en a certainement trop dans nombre de domaines. Mais n'ayons crainte, nous devons valoriser celles et ceux, les militaires, les gendarmes, les magistrats, les instituteurs qui s'engagent pour servir le bien public et transmettre le patrimoine national. Nous avons trop tardé à valoriser leur carrière et parfois nous les avons même méprisés. S'engager pour le bien public, s'engager pour le service public, c'est servir la nation, c'est servir la France, c'est lui assurer un destin collectif et son avenir. De surcroît, prenons garde, car véritablement, nous ne pouvons pas monter les uns contre les autres et que dans la réforme, la refondation de la France, nous avons besoin de tous, c'est une évidence. Mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, je le constate, je vous le dis comme je le pense, et c'est le sens de mon combat, la France n'est plus souveraine. Elle est juridiquement, économiquement, budgétairement soumise aux règles d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle je propose que la France rétablisse sa souveraineté juridique. J'ai sur mon site, comme chacun des hommes politiques aujourd'hui, enregistré une petite vidéo place du Palais Bourbon à côté de la Statue de la Loi. Derrière moi, il y a l'Assemblée. Et je dis, vous croyez, parce que je suis à côté de la Statue de la Loi, que la loi, elle est faite à l'Assemblée? Eh bien, c'est terminé. En réalité, selon une étude faite par la Diète fédérale allemande, 85% de nos lois et règlements proviennent de Bruxelles. Eh bien, moi, je propose effectivement que nous rétablissions la souveraineté juridique du Parlement et que la loi française votée postérieurement aux traités et règlements soit supérieure aux dits traités et aux dits règlements. C'est le seul moyen pour que la France puisse choisir son destin et avoir la maîtrise de ses décisions. Réorganiser radicalement l'État. Vous savez, aujourd'hui, et ce n'est pas véritablement se moquer, mais nous n'avons plus un millefeuille territorial. C'est un 10 millefeuilles territorial. Une chatte n'y retrouve pas ses petits. Partout, on nous a imposé des hyper-régions ou des EPCI, c'est-à-dire des intercommunalités qui sont des mastodontes et qui sont des machines à dépenses publiques. Eh bien, moi, je vous le dis comme je le pense, nous devons réformer radicalement l'État. Et bien sûr, je vais me faire des copains. Et je vais vous dire une chose, je ne suis pas pour les régions. Pompidou avait coutume de dire que le régionalisme, c'était le retour du Moyen-Âge. Eh bien, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit, de ce qu'il disait. Et je suis pour 50 départements qui se regroupent selon leur volonté, des communes qui se regroupent selon leur volonté, un État fort qui s'occupe de l'aménagement du territoire. Et là, nous ferons des économies, et là, nous maîtrisons la dépense publique. Aujourd'hui, nous avons mis en place, enfin pas moi, mais ceux qui l'ont fait voter, véritablement une machine à dépenses publiques avec ce 10 millefeuille territorial. Il faut aussi renforcer les services publics régaliens, car je ne pense pas qu'une nation ne puisse fonctionner sans État fort, cela a été dit par de nombreux orateurs. Mais je vais en prendre deux. Le premier, c'est bien sûr la justice. La justice aujourd'hui est malade et il existe un conflit malheureusement entre les Français et la justice, car nombre de Français accusent effectivement les magistrats de battre l'espace médiatique et faire de la politique et d'avoir un engagement politique. Le mur des cons, vous savez, c'est une tragédie pour justement la justice française, c'est la négation même de la fonction régalienne de la justice. Alors moi je le dis comme je le pense, il faut que les syndicats de magistrats soient remis à leur place, à charge pour l'État de donner des moyens effectivement au service public de la justice
afin de rétablir la confiance entre les Français et la justice. Il est urgent d'agir. Cette finalité a été faite notamment dans la juridiction administrative, donc ce n'est pas impossible à le faire, mais encore faut-il avoir le courage de le faire et de tourner rapidement la page de Madame Toubira, qui a véritablement cassé ce service public de la justice dans l'état où elle se trouve aujourd'hui. Deuxième service régalien, ça a été évoqué tout à l'heure par des gens parfaitement compétents, c'est le service effectivement à la sécurité intérieure. Alors ne nous y trompons pas. La France rentre dans une période de tragédie active où véritablement, puisque nous sommes dans le village planétaire, nous risquons de subir l'ensemble des, je dirais, des disturbances, des turbulences qui ont lieu notamment au Proche et au Moyen-Orient. Alors regardons les choses en face. Nous avons des excellents services de renseignement. Nous avons une gendarmerie qui fait son travail, une police nationale aussi. Mais cela ne suffira pas. C'est la raison pour laquelle, depuis longtemps, j'avais proposé effectivement la mise sur pied d'une garde nationale. Et aujourd'hui, il nous faut aussi des volontaires pour la ville, de manière à pouvoir renforcer les services de sécurité. Nous sommes tous aujourd'hui des victimes potentielles des terroristes. Soyons tous aujourd'hui des acteurs vigilants de notre propre sécurité. La sécurité, ce n'est pas simplement payer des impôts pour payer des policiers ou des gendarmes, c'est prendre en charge par nous-mêmes cette conscience collective que la sécurité, nous en sommes aussi les dépositaires. Quant à la croissance économique, je vais vous en dire un mot. La croissance économique, nous sommes aujourd'hui véritablement victimes de deux idéologies, l'idéologie interne socialisante et l'idéologie de l'euro-béatitude. Je le dis comme je le pense. Et donc il faut sortir de cette idéologie et relancer la croissance. Il n'y a pas 36 solutions. Nous sommes la première nation au monde qui chasse le capital avec une fiscalité outrancière. Bien sûr qu'il faut supprimer l'IS, bien sûr l'ISF, bien sûr qu'il faut ramener l'IS à un taux normal, mais aussi les gros tanges de l'IAPP. Alors vous allez me dire, vous allez accroître la dépense publique. Mais là encore, il faut regarder les choses en face. Il n'y a pas 36 solutions pour relancer la croissance. C'est relancer l'investissement. Et là, je propose qu'on revienne aux avances des banques centrales à l'État pour l'investissement. La 4e République s'est construite de cette manière et ce n'est pas contraire, c'est pas plus contraire au traité que ce que fait monsieur Mario Draghi aujourd'hui. Il faut tout mettre sur la relance par l'investissement. Quant à l'Europe, elle doit être fondée. On me souffle que je dois conclure. Visiblement, il y a des candidats qui sont plus égaux que d'autres. Alors, je vais quand même aller à la synthèse. En ce qui concerne l'Europe, c'est très simple. L'Europe est en crise, c'est une multitude de crises de long en large. Et donc aujourd'hui, c'est très simple. Nous devons refonder la coopération économique et nous devons sortir de l'idéologie intégriste et des querelles de boutique avec la Commission et la vision beaucoup trop intégriste de Bruxelles. C'est aussi simple que cela. Oui à la coopération en Europe, non à l'intégrisme européen qui nous mène dans le mur, sinon vous risquez de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons besoin de cette coopération européenne, mais la France est une puissance mondiale et elle n'a pas que des intérêts effectivement en Europe. Cela m'amène à notre défense et à la diplomatie. La défense, c'est une évidence. Nous devons cesser de croire aux illusions de toucher les dividendes de la paix. C'est terminé. Donc nous devons monter en puissance en ce qui concerne la dépense pour notre défense, mais nous devons aussi garder totalement, je dirais, la maîtrise de nos décisions dans ce domaine. Heureusement que lorsque nous sommes revenus dans le temps, nous n'avons pas rallié le comité nucléaire. Nous avons la capacité en renseignement. Nous devons développer cette capacité, notamment dans le domaine satellitaire. Et bien évidemment, par ce que je disais tout à l'heure sur les avances à l'État, avoir un programme de rééquipement pour ce qui est de nos équipements militaires. Enfin, en matière de politique étrangère, la France doit sortir du suivisme. Suivisme BA européen, suivisme américain au Proche et au Moyen-Orient. Ce que nous avons fait vis-à-vis de la Russie est tout simplement imbécile. Car bien sûr, personne ne fera plier la Russie avec des sanctions, mais en revanche, elle a pris des contre-mesures et notre agriculture en a fait les frais. Notre intérêt, c'est d'avoir un partenariat avec la Russie qui fait partie du système européen
et nous ne modifierons pas la géographie, alors ouvrons un peu les yeux. Alors, bien évidemment, je suis pour une politique étrangère indépendante. En réalité, c'est très simple. Où nous retrouvons dans tous les domaines la maîtrise de notre destin, l'indépendance nationale, où nous sortirons de l'histoire. Voilà mon projet pour la France, pour qu'elle retrouve son rang dans le concert des nations par le génie de son renouveau. Vive la République et vive la France!